Les laboratoires Fraterasis vous présentent le monde de l'économie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le monde de l'éco. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré au groupe des BRICS et de ses atouts. Le bloc des BRICS regroupant Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud contribue à 31,5% du produit intérieur brut mondial contre 30% pour le G7. La tendance devrait continuer à s'accentuer dans les prochaines années avec notamment l'adhésion d'autres pays dont l'Algérie. La croissance des BRICS est notamment portée par l'émergence économique de la Chine et de l'Inde. Alors, quelle est l'importance des BRICS dans l'échiquier économique mondial? C'est la question du jour débattue par mes invités ici présents. J'ai le plaisir de recevoir Edel Sassi, vous êtes expert en régulation financière. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Monsieur Zine Sharfawi, notre confrère, vous êtes directeur de la rédaction du quotidien Al-Watan. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et sur ma gauche, donc, monsieur Dr Farid Ben Yahya, vous êtes expert en économie, relations internationales et diplomatie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et bonsoir à vos invités aussi et à nos chers auditeurs. Téléspectateurs. Spectateurs. Merci à vous trois. Avant d'entamer donc ce débat, je vous propose un état des lieux sur ce qu'est le BRICS. Quels sont les atouts du BRICS avec Samar Hamadi dans ce sujet? C'est l'une des instances promouvant une reconnaissance de la multipolarité des équilibres économiques et politiques mondiaux, en rupture avec les organisations héritées de l'après-seconde guerre mondiale. Les BRICS, un acronyme qui désigne le rapprochement de 4 pays au vaste territoire, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, auxquels s'est intégrée l'Afrique du Sud en 2011. Et depuis, le groupe a pris la forme d'une conférence diplomatique à part entière, donnant lieu à un sommet par an se déroulant à tour de rôle dans chacun des 5 États. Le but de ces sommets est d'affirmer la place majeure de ces pays sur la scène internationale et de mettre en scène leur poids économique et politique, en particulier au regard d'autres États ou groupes d'États comme les États-Unis ou l'Union européenne. L'Algérie avait officiellement déposé en novembre dernier une demande d'adhésion au groupe des BRICS. Après la Chine, la Russie a exprimé son appui à cette demande qui intervient dans le cadre des efforts visant à élargir cette coalition regroupant 5 pays émergents. L'adhésion de l'Algérie aux BRICS ouvrira des perspectives prometteuses et pourrait lui offrir des opportunités accrues de commerce, d'investissement et d'échanges technologiques avec les pays membres, ce qui pourrait conduire à une plus grande croissance et diversification économique. C'est ce qu'a estimé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, soulignant que les BRICS constituent une base économique solide. C'était donc un sujet signé Samar Hamadi. Nous allons tout de suite entamer ce débat avec vous, Dr Ben Yahya. Donc, dans une conjoncture, comme vient de le citer Samar Hamadi, dans une conjoncture internationale en grande recomposition géopolitique et économique, le groupe des BRICS prend une nouvelle envergure. Pensez-vous que ce conglomérat de grandes nations est amené à constituer un bloc de premier plan au niveau économique, M. Ben Yahya? Bismillahirrahmanirrahim. La première des choses, c'est qu'il faut revoir d'abord comment a été créé ce groupe de BRICS, donc au niveau de New York, lors de la marche de la conférence internationale, donc au niveau des Nations Unies. Ces pays-là ont constaté que la loi internationale n'a pas été vraiment respectée et que les États-Unis veulent imposer leur diktat à tout le monde, y compris à la Chine, à la Russie, à l'Inde, etc. Et donc, lorsqu'il y a eu ces BRICS, donc Brésil, Russie, Inde et Chine, la première des choses, c'était de défendre leurs intérêts et de vouloir appliquer le droit international. Et puis les choses se sont améliorées. Qu'est-ce qui a fait accélérer les pays du BRICS? Eh bien, c'est la guerre, je dirais, de l'Ukraine contre la Russie. Voilà. Les Américains actuellement je dirais qu'ils ont une dette extérieure très importante, donc équivalente à 30 milliards de dollars. Donc il y a la planche à billets qui a fonctionné durant des années, Nixon qui a, je dirais, mis fin
à l'étalon or, donc et la planche à billets a commencé à fonctionner avec l'ensemble des pays. Le monde entier était en train d'utiliser le dollar donc, dans la bourse internationale, que ce soit de Paris, de New York ou de Londres, et le pétrole donc, a été, je dirais, vendu toujours en dollars. C'était peut-être les relations entre le président des États-Unis avec le roi de l'Arabie Saoudite qui ont convenu après la Deuxième Guerre mondiale qui vont utiliser que le dollar pour l'exploitation et l'utilisation du pétrole. Donc les Américains, pour eux, ils ont pris, je dirais, en otage le monde entier en utilisant deux choses. En utilisant les flottes, donc McMahon elle a proposé de créer, je dirais, une force navale pour occuper, je dirais, toutes les mers du monde et contrôler donc la marchandise et le commerce international. Et le deuxième, c'est le dollar. La Russie a compris, donc se sont préparés, ils ont compris, eux et la Chine, que le dollar, c'était l'arme fatale des États-Unis et qu'il fallait combattre le dollar. Et donc, c'est les BRICS actuellement. Il y a aussi autre chose, parallèle aux BRICS, c'est l'OCS, l'Organisation de la Conférence de Shanghai, qui est militaire et économique à la fois. Par contre, nous en parlerons. Voilà, donc pour nous, c'est les Américains actuellement, ils sont en situation, je dirais, défensive, donc ils sont en train de faire le tout, mais je dis que toujours le maillon faible de cette organisation mondiale, la géopolitique et la stratégie du monde, la partie faible, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est en train de payer les conséquences d'une politique hégémonique américaine vis-à-vis que ce soit du BRICS ou de l'OCS. Tout à fait. Monsieur Sassi, vous qui êtes donc expert en régulation financière, Monsieur Ben Yahia vient d'aborder le droit international. Qu'avez-vous à dire à cela? Alors, moi, si vous voulez, je préfère, je ne suis pas un géopoliticien, donc je préfère parler des implications financières. Après, effectivement, le droit américain sur certains aspects qui régulent la finance est devenu transfrontalier, c'est-à-dire qu'ils se sont donné des prérogatives en dehors de leurs frontières, ce qui est en contradiction avec certains principes du droit international, ça, on est d'accord. Moi, je dirais que naturellement, l'Algérie, elle est déjà proche des pays des BRICS. Je suis sur le plan bilatéral, on le sait. Je ne suis pas géopoliticien. 3 pays amis, notamment, on va dire la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud. Donc, naturellement, l'Algérie, elle devrait y être. Ce n'est qu'un renforcement de quelque chose qui est déjà naturellement, je dirais. Après, je préfère, moi, revenir de façon plus pragmatique et rationnelle sur le côté financier, des implications. C'est-à-dire, on va parler du dollar, du fait que le dollar n'est plus lié à l'or. C'est une monnaie qui est en flottement. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que demain, l'Algérie ou d'autres pays comme l'Algérie vont laisser le dollar? Est-ce que réellement l'économie mondiale va laisser le dollar, etc. Donc je préfère rester sur ce volet-là. Ce qui est sûr, c'est que certains pays ont déjà commencé à commercer avec leur monnaie nationale, tels que la Chine, la Russie. Si demain, moi j'ai quelqu'un qui a des fonds propres en dollars, je vais le conseiller. Alors qu'est-ce que je lui dirais? Achetez du BRICS à certains taux. Ne dépassez pas 20% pour couvrir un risque, puisque les États-Unis peuvent décider du jour au lendemain de bloquer des avoirs d'une banque centrale, ce qui est arrivé là, il n'y a pas longtemps, même en Suisse, qui a bloqué des avoirs russes, Suisse qui est un État neutre, d'accord? Donc, je ne vais pas lui dire ayez 100% d'une monnaie de test qui n'existe pas encore, le BRICS. On ne sait pas, c'est nouveau. Est-ce que je vais exposer mon client, entre guillemets, à un risque inconnu? Donc je vais le conseiller, je lui dirai de prendre un taux pour la sécurité, on n'en sait jamais. Mais après, le dollar, pour moi, il va continuer. Il a beaucoup de défauts, on va en parler. Peut-être qu'il y a des solutions. C'est une manière peut-être de mettre la pression sur cet émetteur de cette monnaie pour qu'il se corrige, d'accord? Donc, on y reviendra. Et puis peut-être, on préfère toujours, quand on parle de monnaie, on fait des comparaisons, d'accord? On compare qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Sûr. Il y a eu l'euro, il y a eu une expérience dans le passé qui n'est pas très loin. Elle a essayé de concurrencer et c'est une force qui était très cohérente par rapport aux BRICS. On va en parler peut-être après, d'accord, comme expérience. Monsieur Chalfaoui, j'ai l'impression que vous voulez commenter ce que dit Monsieur Sassi. Commenter non, mais je voudrais juste ajouter un certain nombre de choses. C'est que les BRICS, c'est une alliance économique, c'est un bloc économique, mais il a aussi des ambitions politiques. C'est normal. Alors les ambitions politiques, c'est quoi? C'est un bloc qui ambitionne
de réformer d'abord le Conseil de sécurité et aussi les institutions de Bretton Woods, héritées de la Seconde Guerre mondiale. Quand je dis les institutions de Bretton Woods, je pense au Fonds monétaire international et aussi à la Banque mondiale. Les BRICS plaident aussi pour une réforme du système financier international. Bon, les BRICS, actuellement, tout à l'heure vous posiez la question au docteur Benhia, est-ce que les BRICS aujourd'hui est un groupe qui compte? Oui, les BRICS c'est un groupe qui compte parce que en 2023, ils représentent à peu près 31,5% de l'économie mondiale. Et en 2050, ils seront à 40%. Et actuellement, ils représentent à peu près 50% de la croissance mondiale. Donc c'est un groupe qui est extrêmement puissant. C'est 3,2 milliards de personnes. Comparé aux pays qui composent aujourd'hui l'OTAN, c'est 900 millions. Oui. Alors qu'en face, vous avez 3 millions. Avec l'Inde et la Chine. Avec l'Inde et la Chine. La Chine n'eût été, par exemple, les deux années et demie de Covid qui ont ralenti les économies de la Chine et de l'Inde. Vous aviez un pays comme l'Inde qui avait des taux de croissance à 2 chiffres. C'est énorme. Donc aujourd'hui, les BRICS est constitué de 2 pays qui sont incontournables sur la scène à la fois économique et politique. Et je pense que ce mouvement va se renforcer lors des prochaines années. Comment? C'est qu'il y a à peu près début avril, vous avez les BRICS qui ont annoncé officiellement leur intention de créer une banque. Oui. Et cette banque, elle a maintenant une présidente. C'est l'ancienne présidente du Brésil qui est Dilma Rousseff. Donc on est dans un mouvement qui est en train de s'accélérer. On sait même que cette banque va être dotée d'un capital de 100 milliards de dollars. C'est exactement ce dont on va parler justement, car on va revenir sur les déclarations de notre président, du président de la République, Abdelmajid Tebboune, concernant les BRICS et ses atouts. Il parle de l'adhésion aux BRICS qui nous aiderait donc en matière de développement. Nous allons écouter tout de suite ces déclarations et revenir pour en débattre. Le BRICS, منظمة البريكس تساعدنا في التنمية أكثر من ما ساعدونا إلى يومنا هذا كل مؤهلات المالية الدولية وهذه لا بانك تاع لي بريكس اليوم لا دوتاسيون تاعها في 100 مليار دولار أكثر من لا بانك مونديال وأكثر من أكثر وتمول المشاريع نتاعنا وندخلوا في التنظيم تاعهم وسياسيا نكونوا منضمين لبعضنا بعض قوة. Monsieur Sessi, donc selon vous, quelle conditionnalité pour la Banque des BRICS justement? Définitivement, comme on l'a dit, que l'Algérie elle est naturellement proche de ces pays des BRICS et que sur le plan bilatéral, maintenant rentrer dans un cadre multilatéral et puis avec des bénéfices donc de possibilité de lever des fonds, ça c'est définitivement très positif pour notre économie. Et puis bénéficier des expériences comme le e-commerce en Inde par exemple, c'est l'écomotive mondiale actuellement dans ces domaines-là, de la biotechnologie indienne aussi et d'autres pays des BRICS. Après, personnellement, oui, une banque, on en a d'autres. Et il y a eu la BAD, la Banque africaine de développement. Est-ce que l'Algérie a bénéficié d'un programme de la BAD? On en a eu très rarement. Pourquoi? Je ne sais pas. Et pourtant, la BAD a été toujours, et très longtemps, l'Algérie était une grande pourvoyeuse de fonds de cet instrument. Il y a des instruments. D'autant que personnellement, je suis pour les dettes de projets, parce que le financement extérieur est structurant pour les projets. Il responsabilise mieux, il donne plus de clarté, etc., d'efficacité. Maintenant, toujours, on va y revenir après, et je pense que, comme encore une fois, si j'ai un client à conseiller, que ce soit l'État algérien ou quelqu'un d'autre, sur la monnaie des BRICS, demain, il y a des critères par rapport à une monnaie. La monnaie a besoin elle est lâche, d'accord? Elle a besoin de stabilité, de visibilité. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction au sein des BRICS? Il y en a. On en a vu, l'Iran et l'Arabie Saoudite vont devenir membres, l'Inde et la Chine se font la guerre. Est-ce que ça rend service à une monnaie? Donc je pense qu'une banque, des projets, un multilatéralisme qui va ouvrir plus de perspectives pour l'Algérie, même en termes d'exposition, country branding, la marque de l'Algérie dans le monde va définitivement gagner des points. Mais aller plus loin que ça,
peut-être pour des raisons de sécurité, diversifier, prendre des monnaies plus sûres, pourquoi pas. Mais remplacer carrément ce qu'il y a, 80%, 79% de l'économie mondiale tourne en dollars, ça, je pense que c'est peut-être, je ne dirais pas une utopie, mais peut-être un cataclysme. Cataclysme, ça veut dire que nous sommes dans des scénarios... en multiples facettes. Voilà, exactement. Docteur Ben Yahya, donc, quels sont les éléments qui consacrent l'attractivité des BRICS, vu que l'Algérie veut y adhérer, l'Arabie Saoudite également, même si ce n'est pas encore fait, hein? Bon, la première des choses, je pense que sur le plan stratégique, l'administration de Joe Biden a fait une erreur d'attaquer la Russie à travers la guerre, je dirais, de l'Ukraine. Donc ça, c'est une erreur. Le deuxième point, parce qu'il y a un point qui est très important, il ne faut pas omettre que 30% des Russes, d'après certaines statistiques, ou 40%, qui sont pro-occidentales. Donc ils ont développé un modèle de vie à l'occidental, etc. Mais avec la guerre de l'Ukraine, c'est l'ensemble des nationalistes et des ultranationalistes, des conservateurs de l'ex-Union soviétique qui se sont focalisés sur la Russie, qui veulent faire de la Russie une puissance mondiale. Donc sur le plan économique, sur le plan militaire, je pense qu'ils sont équivalents aux Américains, ou même plus par rapport à certains missiles balistiques, mais sur le plan économique, c'est vrai que les États-Unis sont plus puissants. Le seul pays qui peut menacer réellement les États-Unis en termes économiques, c'est la Chine. Mais réunis, donc le point qui est très important actuellement, c'est que les Russes, je dirais qu'ils veulent avoir une nouvelle politique, c'est-à-dire d'utiliser le rouble en tant que monnaie, donc étalon or en quelque sorte, parce qu'ils ont fait des stocks très très importants en or. Ce qui m'inquiète le plus, moi, par rapport à tout cela, c'est que les États-Unis ont vécu plusieurs périodes, je dirais, de recession. Donc 1929, après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall, donc ils ont sauvé l'industrie militaire industrielle qui a, je dirais, boosté un petit peu l'économie européenne, donc ils ont même investi en Allemagne, au Japon. Il y a eu plusieurs crises, 71, etc. La dernière, c'était les subprimes en 2008. Donc mais ce qui m'inquiète, donc lorsque vous avez les plus grands banquiers du monde, la banque Morgan, donc le CEO, qui vous dit que nous allons vivre une situation catastrophique parce qu'il n'y a plus de confiance, parce que la planche à billets, je dirais, va s'arrêter, parce qu'ils ne peuvent plus faire d'autres billets. C'est-à-dire, si vous avez $1 million, ça fait 4 ans, 5 ans. En termes de PPA, parité pouvoir d'achat, c'est pas le même $1 million actuellement. Et l'autre point qui est très très important, pourquoi par rapport à l'Arabie Saoudite et les autres pays, donc les émirs du pays du Golfe s'inquiètent. Lorsque vous avez des oligarques russes qui ont déposé de l'argent en Suisse, un pays neutre qu'on l'avait bien cité, et demain je suis inquiété, c'est à travers le SWIFT, à travers la CIA, qui contrôle tous les flux du monde, là ça inquiète tout le monde. Donc les Saoudiens sont inquiets parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance. Et actuellement, je dirais qu'il y a un conflit entre l'administration de Joe Biden et l'administration, je dirais, du royaume de l'Arabie Saoudite. Ça se permet pas. Je ne parle pas de l'Iran par rapport au programme nucléaire, par rapport, il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup de conflits internes entre l'Iran et les États-Unis, mais ces pays-là vont adhérer. Les pays du Golfe aussi vont, je dirais, mettre un pied avec la Russie et la Chine, et l'autre pied reste avec les Américains. Donc ils vont jouer la politique de l'Inde actuellement, c'est-à-dire un peu mitigée, d'accord. Donc ils essayent d'assurer les uns et les autres, parce que bon, ils font confiance à Moscou et à Pékin, surtout la Chine, parce que c'est devenu l'usine du monde. Aussi à l'Inde, qui est un grand consommateur aussi de l'énergie, ce sont des pays qui vendent beaucoup de pétrole et de gaz à ces pays-là. Et donc cette nouvelle banque, un nouveau système SWIFT du monde, donc pour essayer de contourner le SWIFT américain. Et ce qui inquiète le plus, c'est si l'Algérie, c'est vrai que là, actuellement la Chine a emprunté beaucoup d'argent aux États-Unis, et l'Algérie donc utilise actuellement beaucoup de dollars d'autres pays, donc il y a une monnaie qui est importante. Je pense qu'ils vont essayer de revoir quelle est la solution pour se débarrasser graduellement du dollar, ou minimiser le dollar, et est-ce qu'on ne va pas revenir à l'or, c'est-à-dire que demain l'Algérie, avec les pays du BRICS, vont prendre des décisions que l'Algérie va vendre son pétrole avec le dinar algérien. Vous voulez du dinar? Eh bien vous mettez une quantité d'or, etc. Donc il y a une nouvelle réflexion du monde, et c'est ça ce qui inquiète le plus les milliardaires américains. Donc ils essayent de retirer leur argent des grandes banques américaines
et de les placer dans un lieu sûr, parce qu'ils ne sont pas sûrs actuellement de la venue des États-Unis. D'accord ? C'est ça. Donc il y a, je dirais, il y a une perturbation, il y a un problème sérieux qui se prépare au niveau des États-Unis. Est-ce que les Américains ne vont pas créer, je dirais, une crise mondiale? C'est un harakiri pour les Américains, pour les Chinois, pour tout le monde. C'est-à-dire, vous voulez détruire droit, on va vous détruire tous. Donc, il faut réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire donc, dans ce cas-là. Voilà. Monsieur Cherfaoui, vous qui travaillez sur l'Afrique depuis quelques années déjà, le seul pays africain, en tout cas pour le moment, qui fait partie des BRICS, c'est l'Afrique du Sud. Oui. Comment, vu que le président de la République parle de développement, et on en parle depuis quelques temps déjà du développement de l'Afrique, comment les BRICS pourraient contribuer au développement de l'Afrique, justement? Oui, bon, ils peuvent... juste une petite parenthèse avant de répondre à votre question, c'est que si on... L'Afrique du Sud fait partie des BRICS, elle y est depuis 2011. Ce n'est pas une grande puissance économique, c'est la première économie d'Afrique. Bon, des fois elle est la première, des fois elle est la deuxième, et c'est le Nigeria qui prend la première place. Mais ce n'est pas une puissance économique, c'est une puissance émergente. L'Afrique du Sud a été acceptée au sein des BRICS, tout simplement pour être un peu la voix des pays du Sud au sein du bloc BRICS. Donc c'est très important. Donc on sent quand même une volonté de la part des fondateurs des BRICS d'avoir avec eux aussi des pays moins puissants, mais qui puissent aussi être représentatifs des pays du Sud. Donc on ne peut pas réellement comprendre l'importance des BRICS si on reste uniquement au seul niveau économique. Les BRICS, c'est aussi une alliance politique. Une alliance politique qui plaide pour un monde multipolaire et qui plaide pour que les institutions mises en place après la Seconde Guerre mondiale prennent en compte justement ce rééquilibrage des forces au niveau mondial. Donc on est dans la réflexion, on est obligé d'être à la fois au plan politique et au plan économique. Maintenant, pour répondre à votre question, en quoi les BRICS peuvent être utiles aux Africains? Ils peuvent être utiles parce qu'ils viennent de mettre en place une banque qui est dotée d'un capital de 100 milliards de dollars. Ils peuvent vous prêter de l'argent à des taux extrêmement avantageux et qui ne sont pas assortis de conditionnalité comme le fait le FMI. Lorsque le FMI vous prête de l'argent, l'Algérie a vécu un peu l'expérience douloureuse du FMI, on vous dit oui, on va vous prêter de l'argent, mais il va falloir fermer tant d'entreprises, mettre dehors tant de travailleurs, libéraliser votre marché, etc. Donc, et c'est extrêmement douloureux au plan social. Il y a des pays qui ont un peu d'argent, etc., qui peuvent amortir le coût de réformes politiques et économiques, mais il y a des pays qui ne peuvent pas. Donc si demain vous allez à la fameuse banque des BRICS, les BRICS réfléchissent aussi à la création de leur monnaie. On n'en est pas encore là, vos invités viennent d'en parler. Mais aujourd'hui, vous pouvez facilement aller frapper à la porte des BRICS lorsque vous vous appelez Burkina Faso, lorsque vous vous appelez Niger, etc. On peut vous prêter 1 milliard de dollars pour réformer votre économie, pour créer de l'emploi, etc. Mais sans pour autant qu'on vous impose des conditionnalités insupportables. Donc ce serait l'alternative parfaite au FMI? C'est justement, actuellement, les concepteurs des BRICS conçoivent à la fois leur bloc et leur banque, justement, comme une alternative au FMI. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que aujourd'hui les BRICS ne sont pas dans une logique hégémonique, comme l'ont été les Occidentaux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que les BRICS aujourd'hui demandent, c'est, bon, écoutez, aujourd'hui on représente 50% de la croissance mondiale, notre PIB, il est de 31,5%, il le sera de 40% en 2050, bon, maintenant nous sommes une force qui compte, vous devez prendre en considération cette nouvelle réalité dans à la fois dans les institutions internationales, mais aussi au niveau... Donc on est dans un rapport d'équilibre. Les BRICS constituent aujourd'hui un facteur d'équilibre. On va vers un monde plus juste à la fois politiquement et économiquement. Et c'est réellement une bouffée d'oxygène pour les pays d'Afrique, effectivement. Absolument. Monsieur Sassi, un mécanisme juridique justement sera mis en place pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre les pays membres et devra donc réfléchir à l'intégration des candidats dont l'Algérie, nous en avons parlé. Comment va se configurer l'action de ce mécanisme, monsieur Sassi, selon vous? Je pense que les adhésions à une organisation multilatérale de type économique, généralement, il y a des checklists à suivre, donc il y a des démarches, des étapes à remplir.
Je ne sais pas si elles sont définies, membres observateurs, membres de telle catégorie, premier cercle, deuxième cercle. C'est en construction, mais définitivement, nous avons tous compris que l'Algérie y sera bientôt. En qualité de quoi, on ne sait pas encore. J'ai entendu même le Mexique. Le Mexique qui est quand même la plateforme du dollar, il ne faut pas l'oublier. La plateforme pour faire des opérations entre Londres et New York, on passe par le Mexique maintenant. C'est devenu une place financière, le Mexique, du dollar. Et on entend des rumeurs comme quoi le Mexique voudrait rejoindre, il y a aussi l'Argentine, c'est pour d'autres raisons, mais ce n'est que des rumeurs, honnêtement. Donc, si on veut, c'est que si demain il y a des pays africains qui vont accéder à des mécanismes de financement, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, si on revient au préalable économique, simpliste, hein, pragmatique, je suis désolé de le dire peut-être de façon cynique, une banque est une banque. Je viens, je vous prête de l'argent, je sais qu'au bout de votre échéancier, vous devez rembourser. Si vous n'avez pas de garantie, je dois mettre en place les garanties. C'est ce que fait le FMI. Il vient, il s'assure qu'au bout de ça, parce qu'il y a des gens qui donnent de l'argent, il faut les rembourser. Si votre économie est débridée, s'il y a des dépenses non justifiées, s'il n'y a pas de transparence et qu'il y aurait même de la corruption, donc le FMI, il vient, il remet les choses à plat. Il est ce qu'il est, sur le plan idéologique, etc. Moi, personnellement, la Fed, effectivement, elle fait très mal. Morgan l'a dit. Beaucoup de banquiers américains. Mais la Fed est en train de tuer des banques américaines. Elle a relevé le niveau de l'indice et il y a eu des faillites. La Fed, elle s'est comportée depuis la Deuxième Guerre mondiale de façon très neutre. Même vis-à-vis de l'économie américaine. C'est ce qui lui a donné de la crédibilité à l'échelle internationale. C'est la seule banque centrale, entre guillemets, qui a tenu aussi longtemps, qui a fait un travail difficile de le refaire dans l'histoire de l'humanité. Okay? Après, elle ne fait pas bien, parce que le politique de l'administration américaine actuelle, elle n'est pas ce qu'elle devrait être peut-être, pour certains et d'autres. Okay? Aller prendre des avoirs d'une banque centrale, faire rentrer les politiques dans le système financier, faire ce genre d'extraterritorialité sur quelque chose qui est sacré pour l'économie capitalistique qui est la banque, ça c'est tout le monde qui est contre, même les Américains. Okay? Après, une monnaie encore une fois, comme celle des BRICS, si demain les BRICS décident de donner des crédits, ils doivent absolument aider ces pays, comme disait Mao Tse-tung, aide votre frère à pêcher. Il ne faut pas donner que de l'argent. La dette doit être structurante. Donner au Burkina Faso, mais forcer le Burkina Faso à entamer des réformes. La Turquie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce aux réformes qu'elle a entreprises à l'époque avec l'Union européenne. Pour vous, le FMI est difficilement remplaçable? Le FMI est un mécanisme très méchant pour lequel on ne doit pas arriver, c'est clair. Mais après, quand le cas de la Tunisie, qui, si le FMI ne lâche pas dans la semaine qui suit, le dinar tunisien est parti. Donc il va y avoir défaut de paiement. Heureusement qu'ils ont accepté, il y a 2 jours, je crois, les conditions du FMI. Il faut négocier. Est-ce qu'il y a de la transparence en Tunisie depuis quelque temps? Beaucoup de questions se posent. Donc oui, définitivement à l'échelle internationale, les institutions qui manquent d'humanité, ce forcing des BRICS qui va obliger certaines administrations hégémoniques à se réviser, à se revoir, à se poser des questions, c'est très utile, c'est une forme de lobbying. Est-ce que c'est irréversible et il va y avoir un cataclysme financier? Je ne le crois pas. On en saura peut-être un peu plus, Dr Ben Yahia, lors du prochain sommet des BRICS qui aura lieu donc en Afrique du Sud en juin prochain. C'est un rendez-vous très attendu et durant lequel on discutera donc notamment des modalités d'élargissement du groupe. Certains pays du BRICS ne souhaitent pas l'adhésion de certains autres pays. En tout cas, c'est à discuter. À votre avis, quelles seront les décisions phares de ce sommet? Les décisions phares, je pense qu'ils doivent revoir l'état des lieux, l'étude de l'état des lieux actuellement du monde entier, donc par rapport à la guerre de l'Ukraine, par rapport à la situation du dollar, par rapport à la réforme des Nations Unies. Et toutes ces réformes-là, parce qu'actuellement, les BRICS, c'est un groupe, d'accord? Donc c'est un groupe, ce n'est pas une organisation. C'est un groupe, mais je pense qu'ils vont prendre des décisions
pour faire une organisation et de mettre les lois, les procédures, Oui. les rules, c'est-à-dire pour que les autres pays adhèrent. L'Algérie est le premier pays, je dirais, musulman qui a émis son vœu d'adhérer à cette organisation, à ce groupe plutôt, à ce groupe. Un souhait qui a bien été accueilli par la Russie et la Chine, mais pas par les autres. Donc Pékin et Moscou soutiennent l'Algérie parce que c'est un pays révolutionnaire. Oui. Deuxième point, nous n'avons pas de contrat. Nous avons payé nos dettes. La dette extérieure de l'Algérie est payée. Donc le FMI ou la Banque mondiale ne peuvent pas faire des injonctions à l'Algérie. Donc ça. Troisième point qui est très important, c'est la position géostratégique de l'Algérie, parce que nous avons un pays de 2,3 millions km², une côte de 1600 km². Absolument. Et nous avons beaucoup de richesses de pétrole. Et les Chinois, avec les Russes, savent les richesses de l'Algérie. Donc, ils veulent, même l'Inde, d'accord. Donc, c'est vrai que l'Inde, actuellement, elle a mis des réserves. Je pense, pour moi, elle cherche des avantages sur le pétrole et le gaz, etc. C'est ça. Donc, ils essayent de trouver une solution. Mais nous avons toujours eu de très, très bonnes relations avec l'Inde durant la période d'Indira Gandhi. Donc des relations économiques durant Chadli Benjedid, etc. Mais avec ce Premier ministre, je pense qu'il y a quelques contraintes, mais les BRICS, la locomotive essentielle sur le plan économique, c'est la Chine, c'est pas l'Inde. Et sur le plan militaire, c'est la Russie. D'accord. Donc ce sont deux pays qui veulent. Et bien sûr le Brésil avec de Lula, le retour de Lula et l'Afrique du Sud, donc ils sont adhérents. Donc là, je pense que l'Algérie va intégrer les BRICS, ça ne pose aucun problème. Mais il faut qu'on chasse, il faut savoir de mettre une nouvelle stratégie. D'accord. Donc nous allons jouer avec la cour des grands. Il y a des Américains. Ils savent que l'Algérie, c'est un pays, ils veulent toujours nous garder comme amis, d'accord, malgré qu'il y a une divergence sur le plan politique, sur le plan économique, sur pas mal de points. Mais l'histoire a montré toujours qu'il y a toujours de bonnes relations. Même l'Algérie, lorsqu'il y a eu des contraintes avec les Américains, c'est l'Algérie qui a réglé le problème des otages américains à Téhéran. Nous avons réglé pas mal de problèmes avec les Américains dans l'histoire. Les Américains veulent garder toujours cette, je dirais, cette relation avec Alger. Et l'autre point qui est très important, c'est que les Américains actuellement veulent utiliser, plutôt les Chinois veulent utiliser, ils ont utilisé après la mort de Mao Tse-tung, donc les réformes qui ont eu en Chine, donc d'utiliser, je dirais, l'exportation comme une arme. La Chine actuellement veut utiliser la paix mondiale et le développement économique de l'Afrique, je précise bien de l'Afrique, comme une arme contre l'Occident, parce qu'ils savent très très bien qu'une fois que l'Afrique sera une puissance, qu'il n'y aura pas de guerre en Afrique, les Américains et leurs alliés vont perdre beaucoup de terrain, il y aura un repli économique. Et c'est ça la grande bataille. Donc la grande bataille, c'est que aider l'Afrique à se développer. Et c'est pour ça que l'Algérie va être, je dirais, avec la route de la soie, donc de la Chine, l'Algérie pourrait être Haïti au conditionnel, je dirais, un réservoir, je dirais, de matières premières, un pays où on développe l'industrie automobile, l'industrie électronique, à l'instar de Singapour, à l'instar, je dirais, de la Malaisie, de l'Indonésie. Nous sommes à la porte de l'Afrique, on peut développer pas mal de choses. Néanmoins, il faut, je dirais, avoir un bon plan pour l'Algérie, une nouvelle stratégie, faire des réformes sérieuses et travailler avec ces pays. Les pays, lorsqu'ils viennent, la Chine, ce n'est pas un enfant de cœur aussi, donc ils cherchent leurs intérêts. La Russie, c'est la même chose. Donc il faut savoir comment défendre les intérêts en essayant de développer, de maintenir ces relations. Il y a aussi quelque chose de très important. Le monde actuellement appartient au plus fort, donc c'est une réalité. Il n'y a plus de place pour les faibles. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre à niveau. Voilà, se mettre à niveau en termes de puissance et pour aider aussi les pays, je dirais, pauvres ou les pays, je dirais, émergents. Donc, dans toute cette stratégie-là, et le droit international pour moi est très très important parce que les Américains, pourquoi ils ont perdu actuellement? Parce qu'ils n'ont pas respecté le droit international, parce que lorsqu'il y a le plus fort qui détruit le plus faible, il y a plus, ça veut dire que nous sommes devenus une jungle. Et là, ça ne pourrait pas plaire à tout le monde. Docteur Ben Yahia, vous avez longuement parlé du rôle de la Chine. Donc peut-on dire que Pékin est aujourd'hui le leader d'une nouvelle perspective multipolaire au niveau géopolitique et économique? Bien sûr, pour moi, la Chine, c'est vrai, c'est un pays qui va... L'Occident voit d'un autre œil. Il voit la Chine toujours un pays faible, un pays qui ne peut pas aller au-delà. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Les Chinois vont arriver... c'est vrai qu'on ne peut pas détruire les Américains du jour au lendemain, mais je pense que le monde va être un monde multipolaire.
monde multipolaire, Oui. il y aura d'autres monnaies, un panier de monnaies, y compris avec le dollar. Et à partir de là, est-ce que les Américains peuvent maintenir leur puissance hégémonique mondiale avec d'autres monnaies? C'est la question que je me pose actuellement. Et je pense que votre invité, donc, il a parlé de la Fed. La Fed, est-ce qu'elle va jouer le politique ou est-ce qu'elle va mettre la neutralité? S'ils vont jouer le politique, je dirais ils vont être détruits, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de crédibilité. Et si elle va jouer l'économique, il y aura un équilibre mondial. Le dollar va être utilisé comme monnaie, bien sûr, mais avec l'émergence d'autres monnaies. Et j'aimerais bien que l'Algérie va saisir cette occasion. Pourquoi l'Algérie? On a la possibilité de vendre notre pétrole et notre gaz avec la monnaie algérienne. Et pourquoi elle ne le fait pas, ne pas monsieur utiliser cette Sassine? monnaie? Pourquoi elle ne le fait pas? En fait, tout à l'heure, on a parlé de l'or, du fait que le dollar n'est pas adossé. C'est bien que le dollar ne soit pas... Parce que c'est un peu iconoclaste que je vais dire, parce qu'on entend tout le temps dire que le dollar est fake, il n'est pas réel. C'est-à-dire, on imprime. Une monnaie flottante qui n'est pas adossée à une valeur réelle, soit-elle l'or ou autre chose, c'est ce qu'il faut. Parce que quelle que soit la valeur réelle à laquelle vous allez adosser votre monnaie, elle sera fluctuante, dans tous les cas, même si c'est l'or. Fluctuation incontrôlée d'une valeur réelle, c'est une inflation incontrôlable. Le dollar, c'est la monnaie la plus stable, parce qu'elle est comme elle est, parce qu'il y a la Fed, parce qu'il y a l'économie, parce qu'il n'y a pas que la Fed, il y a beaucoup de facteurs. Est-ce que demain, une monnaie des BRICS, qui est le yuan chinois, moi je conseille d'ailleurs de prendre le yuan et de prendre un peu le roupie indien, parce que le roupie indien il est un peu plus logique, entre guillemets. Est-ce que la Chine communique réellement? D'abord, elle ne manipule pas sa monnaie. Est-ce que le PNB de la Chine il est transparent? L'économie du dollar, elle est adossée à une économie américaine réelle. On connaît ça, tout est transparent, plus ou moins, bien sûr. On n'est pas naïf. L'économie chinoise, le PNB chinois, est calculé à partir de l'immobilier chinois. L'immobilier chinois est en train de cracher depuis 2 ans. Et les chiffres sont les mêmes. Tout le monde sait que la Chine manipule sa monnaie. Est-ce que demain, on va travailler avec une monnaie comme ça? Pourquoi pas? Pour des raisons, je dirais peut-être économiques, en bilatéral pour faciliter certains échanges, de sécurité, que ce soit la monnaie indienne ou chinoise, mais surtout pas pour des raisons économiques, purement économiques. Nous sommes un pays, comme on dit, de pétrodollar, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Le dollar et le pétrole, c'est deux phénomènes qui sont liés. Nous faisons partie de ce lobby pétrodollar mondial. Nous sommes membres de l'OPEP. Il ne faut pas l'oublier. Donc, toute alternative qui risquerait de remettre en cause notre pouvoir d'achat ou notre façon, ce pouvoir que nous avons de détenir des dollars vis-à-vis des pétroles qui sont soutenus militairement, etc., c'est aussi un avantage pour nous. Diversifier, diminuer les risques, faire du bilatéral, pourquoi pas, mais il ne faut pas lâcher toutes les cartes. Monsieur Charvaoui, les BRICS sont-ils vraiment plus puissants que le G7? Actuellement, ils sont d'égale force. Ils sont d'égale force. Vous avez, on parle des BRICS, mais vous avez aussi d'autres blocs. Vous avez les CIVETS, vous avez les Next 11, vous avez les E7. Les E7, on retrouve la Chine. Et le poids de la Chine, le poids économique des E7 est pratiquement le même aujourd'hui que le G7. Ah, le G7. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, nous sommes face à des pays émergents, c'est des puissances économiques émergentes qui sont en train de faire contrepoids au G7. Et toutes les projections faites par les pays occidentaux sur l'évolution justement des BRICS, des E7, des CIVETS, etc., disent qu'à l'horizon 2050, vous allez avoir un renversement du rapport de force. Vous aurez peut-être les BRICS qui seront plus puissants que l'Union européenne, par exemple, économiquement parlant. Aujourd'hui, les BRICS, c'est à peu près 14 000 milliards de dollars. L'Union européenne, c'est 18 000 milliards de dollars. Les États-Unis, c'est 17 000 milliards de dollars. Donc vous voyez que les rapports de force sont en train de s'équilibrer. Je voudrais juste revenir un peu sur la question du dollar. Actuellement, c'est un constat de journaliste. Actuellement, il y a un mouvement dont le fer de lance est la Russie. Le mouvement plaide pour une dédollarisation de l'économie mondiale.
Et actuellement, la Russie a persuadé certains de ses partenaires de premier plan. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, Oui. qui aussi a accepté le principe de commercer. On ne parle pas du dollar comme monnaie de réserve. On parle du dollar comme monnaie d'échange. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de pays qui vous disent « je ne suis pas obligé de moi, quand je commerce avec le Brésil ou quand je commerce avec la Chine, de le faire en dollars. Je peux le faire avec d'autres monnaies. » Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas, oui, ne soyons pas naïfs, on est dans une logique de lutte contre le dollar, mais vous avez aussi, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, vous avez dit pourquoi aujourd'hui il faut peut-être continuer à travailler avec le dollar, mais il faut aussi reconnaître que le dollar est en position hégémonique. Tout à fait. Et une position dont les États-Unis profitent énormément. J'ai créé le dollar, je crée l'inflation, mais ce n'est pas mon problème, c'est la vôtre. Exact. Bon, là aussi, il va falloir peut-être mettre en place un système un peu plus cohérent et un peu plus juste. Voilà, donc les États-Unis, ils ont l'avantage d'avoir la planche à billets. Quand ils ont besoin d'argent, ils en impriment autant qu'ils veulent. Et quand ça crée de l'inflation, c'est aux autres de créer. Aujourd'hui, d'ailleurs, le problème de l'inflation qui touche les produits alimentaires au niveau mondial, les spécialistes disent que c'est plus un problème d'inflation qu'un problème de disponibilité ou un problème de logistique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne a essayé de serrer les taux directeurs, etc., pour que l'inflation ne s'en... On est dans un phénomène créé, hein, on est dans un phénomène artificiel. Donc voilà un peu la problématique qui se pose aujourd'hui. Monsieur Sassi souhaiterait rebondir, c'est un débat. Définitivement, je suis d'accord. Le système actuel n'est pas parfait. Vous avez une carte de crédit. Vous allez mal l'utiliser, ok? Est-ce qu'il faut fermer la banque? Non. Non. Ça veut dire, ce qu'on est en train de dire, c'est des réformes. Il faut mettre la pression sur le système monétaire actuel, qui est hégémonique. C'est ce que demandent les BRICS, justement. Qui est en train de détruire des banques américaines, entre parenthèses. Donc, il vaut ce qu'il vaut. C'est une administration politique d'un pays il faut lui mettre la pression pour revenir à la raison, discuter avec des pays émergents. Mais est-ce qu'il faut collapser tout ça? C'est définitivement non. Ce n'est pas bon pour tout le monde. Même la Chine. La Chine, elle détient les bons. C'est le premier détenteur des bons américains. Les Américains échangent beaucoup avec les Chinois. Mais les BRICS, si j'ai demain une monnaie du BRICS, je parle de monnaie, on a eu l'euro. Il suffisait de voir les positions allemandes et grecques pour comprendre que cette monnaie ne va pas aller loin. Il n'y a pas de visibilité. Vous avez un portefeuille de monnaie, vous savez que cette monnaie, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Est-ce que demain, si l'Inde va prendre avantage avec ce que va faire les BRICS, est-ce que les Chinois vont laisser passer? Ils sont en guerre. Je veux dire, les disparités entre eux, je parle d'un point de vue purement basique, currency, économie, etc. Il y a trop de disparités à l'intérieur pour parler demain d'une référence monétaire stable, de refuge, que je vais aller investir et prendre et même remplacer le dollar. Je peux l'utiliser pour d'autres considérations, mais je ne pense pas que ça serait une alternative à court terme. Docteur Ben Yahia, sommes-nous loin donc de signer la fin de l'hégémonie occidentale? Non, moi je pense qu'on va attendre cette année 2023 ou 2024. Si on voit qu'il y a le collapse de plusieurs banques américaines, je pense qu'il faut se débarrasser du dollar, ou avoir une petite monnaie du dollar, parce que pour moi, je vais voir la situation des banques américaines. Si elles se portent bien, ça veut dire que je vais essayer de dispatcher mes monnaies, donc avoir un panier de panier avec les autres pays. Mais s'il y a un problème sérieux, parce que pour moi, je considère en tant qu'observateur et en tant qu'analyste que les Américains vont avoir de sérieux problèmes, de très sérieux problèmes au niveau bancaire et au niveau de la bancarisation. Et je pense aussi qu'il y aura fuite de capitaux des États-Unis vers l'Inde et vers la Russie. Parce qu'il ne faut pas omettre qu'il y a beaucoup d'origine strosco-khazare, d'accord, donc qui vivent aux États-Unis et qui veulent retourner en Russie, qui veulent investir beaucoup plus en Inde par rapport à la Chine. Et ça veut dire qu'ils vont diminuer leur force. Il y aura une fuite de milliards de dollars. Il ne faut pas omettre aussi qu'ils font confiance à la Russie. Pourquoi? Pour deux choses. La première des choses, c'est que c'était un pays qui était vraiment capitaliste avant la révolution bolchevique. Donc il y a les tsars, etc. Donc la culture, la littérature, la musique. Donc la Russie, c'est quand même 5 millions de kilomètres carrés en Europe. Et le deuxième point qui est très important,
c'est que la Russie dispose de la Sibérie. La Sibérie, je dirais, c'est les poumons de la réserve mondiale en termes d'or, de terres rares, de diamants, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et le capital, parce que le capital, il est dynamique, en quelque sorte. Donc, il y a un flux d'échange de 4 000 milliards de dollars par la SWIFT. Donc, c'est un montant qui est énorme journalier. Et si les Américains risquent de ce qu'on appelle bankrupt de plusieurs banques américaines, la Russie et la Chine vont bénéficier. Et c'est pour ça que je dis que pour l'Algérie, il faut qu'on fasse très très attention. Parce que demain, si j'ai une réserve de 60 à 70 à 100 milliards de dollars, et en termes de PPA, c'est-à-dire va diminuer, en termes de... je vais perdre beaucoup. Il faut investir, acheter de l'or. Je préfère, moi, acheter 30-40 milliards de dollars, acheter de l'or, faire des réserves d'or. Avoir des réserves d'or. Et l'autre monnaie, je vais l'investir rapidement. Je ne laisse pas ma monnaie au niveau des banques américaines. Il faut faire très, très attention. D'accord? Et entre autres, donc, il faut avoir un plan de développement. Parce que si j'adhère aux BRICS, c'est pour bénéficier des BRICS. D'accord? Les Chinois veulent bénéficier. Donc, je vais faire de l'Algérie une plateforme industrielle très importante. Autre chose qui est très, très importante, les Américains gagnent beaucoup plus de l'argent à travers les services. D'accord, surtout les banques, etc. Mais en termes d'industrie, c'est la Chine. Et on a vu ça à travers la Covid-19. Donc, tout ce qui vient de la Chine, c'est lui qui a sauvé l'Europe, qui a même aidé les États-Unis. Ils n'ont rien, les Américains actuellement. C'est vrai que sur le plan innovation, en termes d'excellence scientifique, ça reste les Américains, les universités américaines qui sont au top Shanghai, donc les meilleures universités, Oxford, Harvard, Yale, etc. L'Angleterre, donc, y compris. Mais je pense que les Chinois ont compris que l'excellence scientifique, même pour les pays émergents, fait partie de la locomotive du développement mondial. Et entre autres, il y a un autre point qui est très, très important, c'est les défis sociaux. Parce que les Américains actuellement, s'il y aura banqueroute de plusieurs entreprises financières, etc., donc la situation sociale américaine risque d'éclater. D'accord? On a vu ça avec les Gilets jaunes en France, les réformes sur la retraite, etc. Et le capital, comme il l'a bien cité, décortiqué Karl Marx dans son livre Le Capital ou Genesis, ils veulent créer un conflit mondial. Et c'est pour ça que la Chine ne veut pas rentrer dans le jeu des Américains. Ils essaient de l'affaiblir par la paix. Et utiliser la paix, pas de guerre, aider les autres pays, développer l'Afrique. Et c'est ça ce qui inquiète les Américains actuellement. Merci beaucoup, Monsieur Chalfaoui. Très rapidement, nous arrivons presque à terme de notre émission. Est-ce que quand même on se dirige vers un nouvel ordre économique mondial ? Oui, moi je pense qu'on se dirige. Il y a un rééquilibrage du rapport de force. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement... D'ailleurs, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pour ça que vous avez la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est un peu l'expression de ces rééquilibrages. C'est ce qui a un petit peu bousculé le monde. Absolument, absolument. Voilà, donc effectivement, on est dans une séquence où les rapports de force mondiaux sont en train de se rééquilibrer. Donc il faut attendre justement que ce rééquilibrage se traduise en réforme, surtout au niveau des institutions internationales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un pays comme la Chine, qui est probablement l'un des pays des BRICS, avec l'Inde, qui est le plus intégré dans la globalisation économique. Donc même s'il y a des frictions actuellement, un pays comme la Chine ne va jamais être à l'origine d'un conflit, parce qu'un conflit au niveau soit régional, on parle de Taïwan, soit un conflit dans d'autres régions, perturbe énormément l'économie chinoise. L'économie chinoise et la puissance économique chinoise a besoin de paix pour s'exprimer et pour se développer. Donc maintenant, il faut juste formuler un vœu, c'est que ces rééquilibrages ne se traduisent pas, comme je viens de le dire, par des changements cataclysmiques. Autrement dit, on espère qu'il n'y aura pas d'autres guerres qui risquent de provoquer encore d'autres bouleversements qui seraient à ce moment-là incontrôlables. On l'espère. Monsieur Sassi, une dernière question. Donc, quelle est l'importance de ces groupes-là, que ce soit les BRICS, le G7, dans l'échiquier économique mondial ? Donc pour l'Algérie, au-delà des relations bilatérales qu'elle a déjà traditionnellement avec ce bloc, une organisation pareille, on le voit, on le ressent, même dans les analyses économiques, c'est porteur pour le pays. Il va y avoir des dynamiques à l'intérieur, il faut en bénéficier, il faut rester lucide.
l'économie américaine, elle est ce qu'elle est, mais c'est une économie réelle, il ne faut pas l'oublier. Le dollar, il représente 79%. L'euro, avec toute la proximité idéologique qu'ils ont, etc., il ne représente que 20% des dépôts au niveau mondial depuis longtemps. Donc c'est déjà un cas qui a existé, qu'on a vu, malgré tout ce qu'ils ont fait. Donc, fonctionner de façon opportuniste, bénéficier de flux, ça veut dire les renforcer, puisqu'ils existent déjà, les relations avec la Chine, etc., c'est déjà en place, les renforcer, de bénéficier de ces mécanismes de financement. Une petite notion peut-être de géopolitique, peut-être, qui n'est pas mon domaine, mais j'ai toujours vu l'Algérie comme une porte de l'Europe, parce qu'on dit toujours qu'elle est une porte de l'Afrique. Les Africains nous voient, et même les Chinois, nous voient comme une porte de l'Europe. Ça veut dire il faut jouer aussi sur ça pour être, peut-être, nous sommes maintenant alignés, un facilitateur, et jouer toutes les bonnes cartes qu'on a entre les mains. Transition toute faite, c'était la question que j'allais vous poser. Si éventuellement l'Algérie donc adhère au groupe des BRICS très prochainement, quel serait l'impact sur les relations euro-algériennes ? C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que les pays asiatiques se sont développés, c'est-à-dire entre eux. Si on fait par exemple un axe donc vers le bas, on voit que la Chine a aidé le Vietnam, la Corée du Nord, etc. Le Japon, la même chose. Donc le continent asiatique a bénéficié de la technologie japonaise, chinoise, etc., coréenne, donc qui s'est développée. La même chose pour les Américains, donc avec les Canadiens, ils ont développé, je dirais, le Mexique. Il y a une industrie automobile, électronique au Mexique. D'autres pays, par exemple, comme le Brésil, le Chili, l'Argentine. Donc, il y a eu un développement. Par contre, l'Europe, qui a colonisé l'Afrique, qui a bénéficié, je dirais, des richesses de l'Afrique, il n'a pas développé l'Afrique. D'accord ? Il n'y a pas de développement en Afrique. À l'exception de l'Afrique du Sud, bien sûr, parce qu'il y avait des Blancs qui gouvernaient, etc. Mais il n'y a pas de développement de l'Afrique. Et c'est pour cette raison-là que l'Europe actuellement, ou si les Chinois et les Russes, avec les Indiens, vont faire un transfert d'industriels en Algérie, en Afrique du Nord, je dirais totalement, je pense que l'immigration inverse va commencer. C'est les Européens qui vont venir en Algérie investir parce qu'ils veulent, ils cherchent de l'emploi. On voit beaucoup d'Européens, de Français, d'Allemands, d'Italiens qui migrent vers le Dubaï, Doha, l'Arabie Saoudite, etc. Et l'Algérie donc fait partie du berceau méditerranéen. C'est un très beau pays. Donc on ne l'a pas vraiment développé, mais s'il y a de l'industrie, je dirais, on va faire les infrastructures de base, développer le tourisme, l'industrie, les services, etc. L'Algérie serait... Donc ce serait tout bénéf pour l'Algérie. Voilà, l'Algérie pourrait être un pays qui va, je dirais, avoir des relations très sérieuses avec l'Europe. Et il y a un autre point qui est très, très important. Donc, le président de la République, donc, M. Al-Majid Tebboune, a dit que nous allons augmenter nos capacités de production du gaz vers 100 milliards de mètres cubes. Moi, j'aurais aimé que les 40 milliards de plus, qu'on essaye de délocaliser l'industrie allemande, énergivore, d'accord, dans l'industrie, je dirais, du ciment, l'industrie sidérurgique, l'industrie du verre, etc., italienne aussi, espagnole, française, etc., anglaise, qui vont venir en Algérie. On va être un pôle, c'est-à-dire je ne vais pas vendre ma matière première donc, directement, parce que moi, si je vends $1 milliard pour l'Italie, l'Italie va gagner, elle fait, je dirais, son levier, c'est 100 milliards, d'accord. Moi, je dis qu'il faut délocaliser, encourager, exhorter les entreprises européennes à venir en Algérie et vont bénéficier, je dirais, de l'énergie algérienne. Votre appel était donc le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup Farid Ben Yahia. Je rappelle que vous êtes expert en économie, relations internationales et diplomatie. Merci de nous avoir accompagnés lors de ce débat. Monsieur Idil Sessi, vous êtes expert en régulation financière. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et notre confrère Zine Chalfaoui, directeur de la rédaction du quotidien Al-Watan, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro du Monde de l'écho. D'ici là, très bonne soirée à tous et très belle suite des programmes sur Al-Iqtisadi Al-Oula.